Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 2, épisode 21. Cette semaine, on traverse la Manche, on se sert une petite cup of tea et on se penche sur les séries made in UK aux côtés du showrunner british du moment, Jed Mercurio, et des journalistes Constance Jamais et Eric Bush. De Downton Abbey à Black Mirror, Peaky Blinders ou encore Broadchurch, les séries anglaises ont toujours fait preuve d'une imagination, d'une liberté et d'une qualité à toute épreuve. That's very kind, ladies. Il y a quelques mois, c'est l'obsédante Bodyguard qui a créé un véritable raz-de-marée en explosant les compteurs de la BBC avec 14 millions de téléspectateurs pour son épisode final, avant de devenir une véritable addiction dans le monde entier. These plots do not always arise from outside. Some fester within. I've been a copper. I've been a soldier. For what? Politicians, cowards and liars. Plus radical que 24 heures chrono et plus stressant que Homeland, le thriller de Jed Mercurio, ancien médecin devenu scénariste, met en scène le sergent David Budd, un vétéran d'Afghanistan devenu policier puis garde du corps de la ministre de l'Intérieur britannique. Le nouveau ponte de la série anglaise nous a raconté les petits secrets de sa série à l'occasion de la journée Spotlight on British Series organisée par le festival Série Série. It was like a huge audience record, like you broke everything, like you broke television in a way. How much pressure do you feel? Because you're like very laid back in this couch, but I guess in here you are a bit of pressure. No, I'm pretty laid back. I've been doing this a long time now, and I've had failure as well as success, and I very much prefer success. Yeah. I think failure is the thing that brings pressure. Yeah, more than that. Yeah, because I think you learn a lot from failure if you're committed to your craft, and you do try and learn from the experience. And I've had some series which didn't have those things, that they were, I believe, good work, and the people involved in them think they were good work, but for whatever reason they weren't given the support that Bodyguard was given. And that brings a sense of frustration and a sense of pressure that possibly you're not going to get more opportunities to write. So I feel very happy in the situation I'm in. I don't know if I've got the opportunity to do more Bodyguard, but I think it's possible. How could it not be? Because we're still in talks about how we would do another series. So I'm sorry, but you have a responsibility toward us now. I'm moving towards you now. Nadia. Now I need to ask you, this object in your hand is the initiation device. Yes. Does anyone else have control of this device? No. I'm very, very impressed and happy of the way your character are male and female in a very basic, egalitarian way. And I read you write gender-neutral characters while you're writing. How does it happen? Because my dramas are set in the workplace, it never occurs to me that a particular job is suited to a man and a different job is suited to a woman. And it's really about what the character wants and what the character needs to be for the story. So I do try and create gender balance within that world, because I think it also helps give things a very modern feel, that I think sometimes things are written from a memory of a previous time where assumptions are made about what those workplaces are like. But if you actually go into those workplaces now in the present day, what you will see is a much greater gender balance than existed before. I mean, we still see TV shows all the time with female cooking and male going to work. It does still exist, but there was criticism which took me by surprise, people saying that this was social engineering by TV, that it was virtue signalling, that it was implausible that women would be in these positions of authority. Having considered all those arguments, the only conclusion I can come to is that these people are idiots. I think that I think they're just wrong. Mum? Mum, this is P.S. Budd, the new PPO. Pleasure to meet you, Mum. I was wondering if we could discuss using the underground entrance from now on. I'm late for a meeting.
Julia likes to be seen. And you write characters that are not so easy to love. They're ambiguous. You don't know if they're going to disappoint you, surprise you, make you happy. Yeah. Are there any anti-heroes in television you feel are the model of what an anti-hero should be? I don't think it's so much that there are specific examples of it. I think that it's much more about the relationship with the audience. It's much more important that the audience is interested in characters, is that the audience engages with what the characters' objectives and decisions and conflicts are, and leads them to a point where they don't know what the character is going to do next, or if they do anticipate what the character is going to do next, they have an emotional reaction to that. Yeah. They think, please don't do that thing Exactly. that I know you're going to do, until you reach the end, when then you want them to say, I'm really pleased Yes. that you did the thing that you just did. Yeah, Tony Soprano, Walter White, Breaking Bad. I mean, all those shows proved it. If it's They've well written, you can Yeah, accept they've everything. completely proved it. And the references at Cop Show that you give are usually NYPD, The Shield, shows like that. So this Yeah. is really what you're interested in, like Yeah. showing the truth of it. Have they influenced you in any way in what you write? Yeah, I'm a big admirer of the Hill Street Blues and Yeah. NYPD Blue. And actually, I was fortunate enough to work for a time with Stephen Bochco, who was involved in those shows. And, you know, they were very influential on me, the way in which the police as an institution behave differently from how they do in a lot of TV drama, where it's very much a simplified and idealised version of policing, where honest, dedicated, highly competent police officers catch the bad guys, and they do it within an hour. Yeah. That's not what real policing is like. And there is one particular area that I'm interested in, which is where things go wrong, where police officers don't behave the way that they should, don't behave the way that the public would want them to. And that, I think, is very interesting for drama. So you feel like after writing for so many years, you still learn by watching other people's television? Yes. I think that's a really important message for people who are at any stage of their career. Yeah. That I think if you isolate yourself from the industry and don't watch a lot of material, that you could end up just not having the right inspiration. That you need to be aware of what other people are doing so that you can either borrow the right elements to include in your work, or you can avoid things which are too obviously similar to existing work. Thank you so much. My pleasure, And thank you. please do a season 2, come on. That would be so rude to us. I know, I'm sorry, but we're hopeful, we're hopeful. Pourquoi les séries anglaises de Downton Abbey à Doctor Who ou Peaky Blinders nous fascinent-elles tant? C'est ce que nous avons voulu comprendre avec l'aide des journalistes Constance Jamet et Eric Bush, fins connaisseurs du sujet. Qu'est-ce qui vous donne l'impression qu'elles sont différentes des autres? Qu'est-ce qu'elles ont en plus? C'est un mélange des genres, généralement. On peut très bien avoir une fiction politique, mais c'est un peu du thriller, ou du thriller qui est un peu politique. Je trouve qu'ils prennent leur temps. On n'est pas dans une dichotomie voleur-police ou criminel-police. Il y a quand même l'envie de voir ce qui se passe dans la société, que ce soit dans la presse, que ça se passe dans des bars d'HLM. Il y a une le polar est un peu une excuse pour voir ce qui se passe autour. Oui, moi, ce qui me plaît, c'est le réalisme sociétal. C'est-à-dire que vraiment, quand on voit une série anglaise, on y croit. On a l'impression, quand on est dans une banlieue de Londres ou d'une petite ville, on se dit, on est dans cette banlieue. On n'a pas l'impression que ce soit des acteurs, même quasiment quand ça rentre dans un pub. Quand on voit la tronche des mecs au bar, on se dit, ils ont pris le pochetron du coin, quoi. Ils n'ont pas pris un acteur. Alors qu'en fait, c'est vraiment des acteurs. Et c'est dans toutes les couches de la société qui sont représentées, il y a un côté réalisme social. Les séries anglaises, avec les héros qui sont très normaux finalement, nous ramènent à la réalité. C'est vraiment pas des mannequins. Enfin, là, on va en reparler parce qu'il y a Olivia Colman qui a eu son BAFTA pour La Favorite, mais quand on la voit dans Broadchurch ou dans The Night Manager où elle est enceinte jusqu'au cou, c'est pas le canon de beauté qu'on va avoir outre-Atlantique, quoi. C'est le cas de quasiment aussi bien les acteurs que les actrices, parce que les acteurs, ils ont des tronches de Monsieur Tout-le-Monde, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont souvent ni beaux ni laids. C'est-à-dire que ça pourrait être notre voisin de palier. Ouais. Quand c'est dans un commissariat, les flics, ils ressemblent à rien. Je veux dire, ils ont des têtes de flics lambda.
My name is Cormoran Strike. Wondered if we could have a quick chat. You're not a cop. I was. Just want to ask a few questions. Non, puis en effet, il y a toutes les couches de la société qui sont représentées. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les séries américaines, c'est rare que ça se passe vraiment dans des milieux défavorisés, ouvriers, etc. Alors que dans les séries anglaises, c'est quand même très fréquent qu'on voit la famille, ils ont du mal pour finir les fins de mois. C'est vraiment la classe moyenne qui est représentée, même la classe un peu en dessous de la moyenne. Et souvent, quand on parle de séries anglaises, de fiction anglaise, le premier truc qui nous vient à la tête, c'est polar. Globalement, c'est bien raconté, c'est bien ficelé, il y a la bonne tension comme il faut, il y a les bons personnages. Et du coup, je me suis demandé si ça venait de leur héritage littéraire, d'années d'Agatha Christie, et des choses comme ça. Bah ouais. Est-ce que ça peut avoir influé sur la façon dont les Anglais font des polars? Forcément, surtout qu'on voit qu'en fait, il y a un respect du matériau de leur origine. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en France, on a Arsène Lupin, Rouletabille. On a du mal à le mettre en scène même. La BBC, elle avait quand même, pour mon âme, mis la culture dans les foyers et donc adapté le plus d'œuvres littéraires possible, puisque les Anglais ne lisent pas trop finalement. Donc, ce que vous avez dit, c'est que dans les classes populaires, l'idée, c'était de disséminer la culture et d'encourager les gens à rester devant leur écran pour pas aller au pub boire la paye de la semaine, justement. Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell those guns to anyone, you will hang. Crown of a prince. Soon to be king, I'd bet. C'est un truc qui m'a toujours fasciné dans les séries anglaises, c'est que même si t'aurais bien aimé en avoir plus, en fait, il n'y en a pas plus, c'est des saisons très courtes. J'avais vu, il y avait des saisons de Luther où il y a 2 épisodes. Peaky Blinders, dont t'aimerais que ça dure, c'est 6 épisodes et c'est tout, et on te donnera pas plus. Qu'est-ce que vous avez l'impression que ça amène au scénario, que ça amène à ce rythme de savoir les saisons, elles sont courtes? Je pense qu'il n'y a pas de déperdition dans les thématiques, quoi. Enfin, il y a un axe généralement dans la saison, ils vont jusqu'au bout et après ils servent de la saison suivante pour aller à l'étape suivante, mais c'est très concentré. Et je trouve qu'il y a une cohérence thématique qui est assez fascinante. Non, mais déjà, le nombre d'épisodes, c'est un plaisir pour le téléspectateur. Ça veut dire qu'on peut regarder de but au bout. Un samedi et c'est fait. Voilà, c'est ça, où enfin, on sait que ça ne va pas nous durer des mois. Donc déjà, on sait dans quoi on se lance. C'est vrai que dans les séries américaines, des fois, on se lance dans un truc, il y a 13, 24 épisodes, mais ce ne sera peut-être même pas terminé après 24 épisodes. Il va falloir taper 2, 3, 4, 5 saisons. Là, au moins, ce qui est agréable, c'est qu'en tant que téléspectateur, on se dit, 6 épisodes, j'aurai mon intrigue policière, à la fin, je connaîtrai le coupable, je ne serai pas frustré. Donc ça, déjà, c'est un plaisir. Moi. Et est-ce que ça crée une sorte de frustration qui fait qu'on les désire peut-être un peu plus que les autres Oui et non, parce que ce qui est étonnant, c'est que c'est 6 épisodes, mais ils n'ont pas des délais de tournage plus rapides que les séries américaines, donc on en a que 6, mais on attend drôlement longtemps pour avoir la suite. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça nous rassure dans le fait que ce sera de la qualité. Je commence à avoir peur quand je vois un truc d'une très grande qualité et qu'on me dise dans un an, t'as autant d'épisodes par la même personne qui a mis 5 ans à écrire la saison 1 et 6 mois à écrire la saison 2. Et tu dis, oulala, je le sens pas. Et moi, je trouve ça super que les Anglais se disent, elle sortira quand elle sortira. I'm the doctor. When people need help, I never refuse. What do we do? Why are you asking her? Because she's in charge, bro. Says who? Says us. Let's get a shift on. Il y a une institution en Angleterre, c'est Doctor Who, qui nous a fait le plaisir ou la surprise de mettre une femme en docteur récemment. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la suite de MeToo? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une évolution naturelle parce que c'est les Anglais et puis ils sont comme ça et ils s'inquiètent pas de savoir comment va réagir le public, ils font un peu ce qu'ils veulent? Pour vous, ça représente quoi d'avoir mis une femme? Un peu tout ça. En même temps, j'ai envie de dire, le Docteur Who, il s'y prête bien parce que finalement, dans la mythologie de la série, c'est un être qui se réincarne sous plein de visages différents, donc c'était l'occasion ou jamais de le tenter. Et je pense ils ont mis du temps quand même. Ils ont mis du temps, mais quand on voit que ça leur a pris 10 ans pour dire oui et qu'ils en sont encore à dire que James Bond, ça restera un homme ad vitam aeternam, tu dis qu'il faut et que le temps est nécessaire peut-être pour que l'idée se fasse, et peut-être effectivement que MeToo n'est pas étranger à tout ça. Ouais. L'idée de donner une meilleure représentation aux femmes dans des rôles de premier plan, faire un Docteur Who aussi dans cette nouvelle incarnation. La série, elle est un peu revenue à ses racines pédagogiques et scientifiques. Et c'est un public plus jeune qui visait qu'à l'époque où le docteur était Peter Capaldi, ou Matt Smith, ou David Tennant. Si on veut être un peu cynique, on peut dire qu'aussi que c'est du marketing. C'est-à-dire que la série, en effet, les audiences ont remonté. Avec Peter Capaldi, elle baissait. Et donc, ils se sont dit, c'est peut-être le moment aussi
ça marchait à fond. Hein. Alors là, les réseaux sociaux, la presse, etc., il y a une femme qui arrive dans Doctor Who, alors qu'il aura fallu 40 ans, non, pour mettre une femme. Mais je veux dire, Star Trek, il y a 20-25 ans, il y avait le capitaine Janeway, Kate Mulgrew, qui était capitaine de Star Trek. Pour le coup, ils sont plutôt en retard qu'en avance. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, je ne vais pas dire félicitations, au bout de 50 ans, vous avez mis une femme... Il était temps, plutôt. Ouais, il était temps. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec le vampire le plus culte du petit écran. Oh, do it again. It tickles. James Marsters, alias Spike, de Buffy contre les vampires. Allez, à la semaine prochaine.